Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 10 novembre. Voici le programme. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, l'occasion de rappeler combien la prévention est fondamentale, car près d'un élève sur 10 est victime de harcèlement à des degrés différents. Dans ce cadre, la commune des Mureaux participait au programme phare. Nous en parlerons avec notre invité. Depuis 2015, la brasserie La Petite Sœur, basée à Sartrouville, produit de la bière artisanale. Dans cette émission, nous vous ferons découvrir les coulisses de fabrication. Nous vous parlerons également du projet de bière collaborative mené avec des habitants des Yvelines. Et puis à l'approche de ce week-end prolongé, nous vous donnerons nos idées de sorties dans les Yvelines, concerts, expositions, marché d'automne. Ce sera avec notre journaliste Gabriel Gontier. Et avec moi en plateau, Nathalie Jeta. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'atelier des Yvelines du réseau Canopé, le réseau Canopé qui travaille avec le ministère de l'Éducation nationale et qui a pour mission d'accompagner le développement professionnel des enseignants. Et aujourd'hui, vous étiez aux Mureaux dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire, car vous avez accompagné des écoles de la commune dans ce projet phare. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le projet phare ? Alors, c'est un programme, plus qu'un projet. Ce programme phare permet aux établissements d'inscrire un certain nombre d'actions qui permettent de lutter contre le harcèlement. Ça concerne aussi bien tout le personnel scolaire des établissements, mais aussi également les parents et les élèves. Aujourd'hui, nous sommes allés du coup dans la cité des Mureaux pour travailler avec 3 collèges et 2 lycées sur cette thématique du harcèlement pour former des élèves qui deviennent ambassadeurs contre le harcèlement. Et donc on en parlera dans quelques instants. Avec moi également sur ce plateau, Claudine et Jean-François Husson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les présidents de l'association Un enfant, une famille qui est basée à Marly-le-Roi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette association qui, je le rappelle, permet à des enfants et des familles isolées de favoriser leur intégration et de créer des liens sociaux? Initialement, on est des parents adoptifs. Et quand on a adopté notre premier enfant, les dames nous ont dit c'est le seul qui sortira, tous les autres resteront jusqu'à l'âge de 18 ans. Et du coup, à l'époque, on était membre d'une association d'adoptants. On a rencontré Janine et Antoine Rebello qui avaient fondé cette association, Un enfant, une famille. Et ça nous a paru tellement important qu'on a vite milité pour le parrainage, beaucoup plus que pour l'adoption. Voilà. Et vous avez décidé du coup de la créer dans les Yvelines ? Alors au départ, non, parce qu'au départ, on était à Toulouse. Donc on a créé une association qui s'appelle Un enfant des parrains, mais qui fonctionne pareil. Et quand on est venu dans les Yvelines, en région parisienne, au départ, on a eu beaucoup de travail parce que nous-mêmes, on est enseignants, etc. Et puis, quand on a commencé à être près de la retraite, on a pris la suite des Rebello. Voilà, et ça fait 10 ans qu'on est maintenant président de l'association. Et donc, on en parlera dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, le ciel sera brumeux et le soleil aura un peu de mal à sortir. Au niveau des températures, il fera 8 degrés à Mantes-la-Jolie, 7 degrés à Versailles et 6 degrés à Houdan et Rambouillet. Dans l'après-midi, le soleil sera bien présent sur tout le département. Au niveau des températures, comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan. À Rambouillet, il fera 11 degrés. Le point maintenant sur l'actualité du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Céline Charles. On commence avec la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On en parlait à l'instant. Oui, c'est notre image du jour. Au Mureaux s'est tenu un hackathon non au harcèlement, une journée de sensibilisation auprès des lycéens et collégiens. Des ateliers se sont déroulés avec les professeurs pour trouver des solutions contre le harcèlement dans les établissements. Objectif, former 50 élèves ambassadeurs. Un chiffre exceptionnel à noter, il concerne la circulation de ce jeudi 10 novembre. Plus de 330 km de bouchons ont été
été recensés ce jeudi matin sur les routes d'Île-de-France. À 8h, Citadin recensait même exactement 338 km d'embouteillage, un trafic à un niveau inhabituel qui peut s'expliquer par la grève du jour pour les salaires et les retraites. Le trafic a été très perturbé sur le réseau des transports en commun, une situation qui restera tendue ce soir sur les axes routiers en ce début de week-end prolongé. À 17h, il y avait 362 km de bouchons recensés en Île-de-France. Attention donc si vous devez prendre la route. Bison futé, voie rouge en Île-de-France dans le sens des départs aujourd'hui. Le trafic s'annonce très chargé, notamment sur l'autoroute A13 et A10 en direction de la province. Un pic de bouchons est attendu aux alentours de 19h. Les retours dimanche pourraient également être compliqués. L'Île-de-France est classée orange. Bison futé recommande de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant midi et d'éviter la barrière de péage de Saint-Arnoux entre 15h et 21h. Un incident aurait été passé sous silence par le SIAP du département. 4 tonnes de biogaz ont été accidentellement relâchées dans l'atmosphère sur le site de Saint-Germain-en-Laye à Cher. C'est une information de nos confrères de 78 Actu. L'incident a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier. L'information n'a été transmise que le 21 octobre auprès des services de l'État. Le site avait déjà connu un incident majeur en juillet 2019, une pollution de la Seine survenue après l'incendie de l'usine. Plus de 3 tonnes de poissons étaient morts asphyxiés après un incendie au sein de la structure. Du sport à présent avec l'annonce de la composition de l'équipe de France de football qui s'envolera pour le Qatar dans quelques jours. Oui Mathilde, à 1 semaine et demie du début de la Coupe du Monde 2022, la liste des 25 joueurs de l'équipe de France a été dévoilée par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe. Parmi les joueurs retenus, un Yvelinois, le milieu de terrain de Marseille, Matteo Guendouzi. On retrouve aussi des Bleus formés dans le département. Areola, Kimpembe, Rabiot, Coman et Nkunku sont tous passés par le centre d'entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye. Kylian Mbappé, lui, a fait ses classes dans les rangs du Centre national de football à Clairefontaine. Clairefontaine, d'ailleurs, où les Bleus vont se rassembler lundi et mardi prochain avant de s'envoler pour le Qatar mercredi 16 novembre. Premier match de l'équipe de France le 22 novembre face à l'Australie. Ce sera à Al Wakra. Toujours du sport, Céline, on fait le point sur la route du Rhum. Oui, les 138 skippers sont partis hier de Saint-Malo et ont pris la direction de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour la compétition La Route du Rhum. 2 Yvelinois sont engagés parmi les 38 marins de la catégorie IMOCA. Éric Bellion avec son bateau Comme un seul homme, Powered by Altavia, et Louis Burton avec son nouveau bateau Bureau Vallée. Au dernier pointage, Éric Bellion se classait 11e du classement IMOCA. Louis Burton se classait lui à la 7e place. Un mot de culture pour terminer avec une annonce pour les apprentis comédiens ou pour les curieux. Et oui, et si vous deveniez acteur le temps d'une journée, la production du film Les Rois de la Piste cherche des figurants pour le rôle de client d'une boîte de nuit. Le tournage se déroulera à Limay le mercredi 16 novembre prochain. Les candidats doivent avoir entre 20 et 35 ans et une priorité sera donnée bien sûr aux Yvelinois dans le recrutement. Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchel feront partie du casting. Vous pouvez postuler. Rendez-vous sur le site casprod.com. Merci beaucoup Céline Charles. Et comme d'habitude, si vous voyez des informations près de chez vous que vous souhaitez nous partager, n'hésitez pas à le faire avec le hashtag 78news sur Twitter. J'en parlais en début d'émission, aujourd'hui c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Des élèves et enseignants de plusieurs établissements yvelinois se sont réunis ce jeudi 10 novembre au Murau. Le but de cette journée, trouver des solutions. Et Patrick Jacques de Dixmude et Régine Ralèche se sont rendus sur place, regardez. Et que finalement, cette journée nationale contre le harcèlement, qui concerne absolument tous les établissements. Mettre fin au harcèlement scolaire, tel est l'objectif de cette journée. Des élèves et leurs enseignants réfléchissent à la question. Ils se sont réunis ce jeudi 10 novembre au pôle Molière des Mureaux. À l'issue de cette journée, des élèves ambassadeurs ont été désignés pour se faire porte-parole de la lutte contre le harcèlement. Bademba est l'un d'entre eux. Quand j'étais au collège, j'avais des amis qui se faisaient harceler parce qu'ils avaient des handicaps et ils se faisaient harceler pour tout et n'importe quoi parce que quand ils devaient passer au tableau, ils n'avaient pas compris ou parce qu'ils n'étaient pas à fond dans le cours à cause des élèves qui les harcèlent. Et du coup, ça a fait baisser leur moyenne et ils ont mal fini l'année. L'encadrement scolaire est lui aussi très actif sur la question. Enseignants, proviseurs, conseillers principaux, ils sont nombreux à avoir répondu présents aujourd'hui. Je suis là pour mettre en place des actions contre le harcèlement dans mon lycée.
C'est encore à l'état embryonnaire et je cherche des idées avec mes équipes pour trouver le moyen d'améliorer la situation. Les ambassadeurs sont là aujourd'hui. Donc voilà, là c'est un peu embryonnaire comme on dit. Là c'est vraiment, on est en train de lancer avec les élèves. Et puis après, ces ambassadeurs-là donc déjà vont arriver dans l'établissement avec ce qui a été travaillé aujourd'hui. Et puis ensuite, on va les former, en tout cas pour au moins qu'ils sensibilisent les autres élèves de l'établissement. 100% des collèges et des lycées de l'Académie de Versailles sont engagés et 50% ont d'ores et déjà participé au programme de formation. Donc on progresse et on a un plan d'action pour couvrir tout le monde. Depuis 2 ans, des ateliers de ce type sont organisés chaque année. Le harcèlement scolaire toucherait encore entre 800 000 et 1 million d'élèves en France. Et justement, Nathalie Jota, vous avez participé à cette journée au Murau. Je le rappelle, vous êtes la directrice des ateliers des Yvelines pour le réseau Canopé. Le réseau Canopé qui travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Tout à l'heure, vous nous expliquez un petit peu les piliers de ce programme phare. Est-ce que toutes les écoles et tous les établissements de France suivent ce programme phare ? Alors, comme l'a précisé Madame la rectrice, effectivement, c'est accessible à tous les établissements. C'est un programme qui se fait sur 2 ans, où la liberté est laissée aux établissements pour organiser des actions de lutte contre le harcèlement, des actions de sensibilisation, aussi bien au niveau des enseignants que des élèves ou encore que des parents, parce que les parents sont également mis dans la boucle sur ce programme-là. Comment est-ce que vous les impliquez, les parents ? Alors, il peut y avoir différents types d'actions. Je sais que dans certains collèges ou dans certains lycées sont organisés, par exemple, des cafés des parents pour les recevoir, discuter avec eux. Ça permet justement d'identifier et puis d'expliquer aussi ce qu'est le harcèlement. Parce que c'est peut-être la priorité, c'est déjà de définir véritablement ce qu'est le harcèlement. Beaucoup d'élèves sont victimes de harcèlement et n'osent pas en parler en pensant que c'est normal. Et puis, à contrario, il y a un certain nombre d'élèves qui pensent, pareil pour les parents, que leurs enfants sont victimes de harcèlement, alors que ça n'a pas forcément été le cas. Donc, il est important peut-être de commencer par clarifier ce qu'est le harcèlement pour pouvoir essayer de sensibiliser un maximum de personnes et du coup d'agir sur ça. Et comment faire justement pour clarifier ce qu'est le harcèlement ? Est-ce que vous avez des outils à disposition ? Alors, il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition pour ça. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de capsules vidéo qui ont été faites. L'Académie a énormément travaillé aussi sur ces actions-là. On peut trouver beaucoup de... Enfin, il y a des concours, par exemple, qui sont accessibles aux établissements comme aux élèves. Il y a plein de vidéos qui circulent sur le harcèlement. Réseau Canopé est très engagé aussi sur le harcèlement avec des programmes à destination des enseignants comme des élèves. On a un certain nombre de ressources qui sont à leur disposition également. Donc oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais il reste évidemment beaucoup de travail à faire parce que je pense qu'on on commence véritablement à parler de harcèlement, alors que ce harcèlement est présent quand même depuis longtemps, et c'est peut-être même accentué depuis Internet et les réseaux sociaux, et puis le fait que maintenant, il n'y a pas un seul élève sans un portable. Grégory, vous avez une question ? Oui, bonsoir Mathilde, bonsoir à notre invité. Oui, ma question justement c'était sur ce harcèlement qui évolue. À l'époque où j'étais au collège, au lycée, on ne parlait pas forcément encore de réseaux sociaux, ça commençait tout juste. Là, le harcèlement finalement peut continuer à la maison. C'est ce qui peut-être différencie par rapport à avant où on était seulement sur du harcèlement à l'école. Là, ça peut aussi prendre des proportions et se poursuivre à l'extérieur de l'école. Absolument, c'est très sournois puisque quand on parle de harcèlement, en général, on identifie plus facilement le harcèlement scolaire physique parce qu'il est visible. Mais dès qu'on parle de harcèlement, de cyberharcèlement, c'est déjà beaucoup plus compliqué de le déceler parce que ça va se faire surtout en dehors de l'école. Alors ça peut rentrer
rentrer aussi dans l'école, se poursuivre dans l'école, mais très souvent ça peut commencer tout simplement dans la chambre du jeune sans que même les parents s'en aperçoivent. Donc là par exemple pour le cyberharcèlement, il serait peut-être intéressant de sensibiliser les parents au fait qu'il existe un certain nombre d'applications qui permettent justement de peut-être de couper les réseaux sociaux ou en tout cas de les limiter et du coup d'être actif en tout cas par rapport à ça. Malheureusement, et on l'a vu encore aujourd'hui, Madame la rectrice a posé clairement la question aux jeunes qui étaient présents aujourd'hui en leur demandant qui a une application ou qui fait usage d'une application. Et sur le nombre d'élèves qu'il y avait aujourd'hui, je crois qu'il y en a 3 qui ont levé la main. Voilà. Et donc ça servait aussi ça à montre ça, cette bien, journée, oui. de déceler un peu les problèmes. Ça a servi à déceler des problèmes, certes, mais pas uniquement. Ça a servi notamment pour ces élèves ambassadeurs qui étaient tous volontaires pour être formés, donc ils se sont proposés pour être élèves ambassadeurs. Ça a permis de les former, de les informer, mais aussi de réfléchir avec eux sur les actions qui pouvaient monter en établissement, puisque le fait d'être ambassadeur, c'est pas uniquement être sensibilisé en repérant ce qui se passe à l'école, mais c'est aussi agir. Et pour agir, ils ont besoin de monter des projets. Monter des projets, quand on est tout seul et qu'on a été nommé ambassadeur, c'est pas forcément évident. Donc l'idée d'aujourd'hui, avec parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et donc avec Monsieur Essling, qui est le proviseur du collège Jules Verne, mais aussi le copilote du programme phare pour la cité éducative, c'est lui qui nous a contactés, qui nous a demandé clairement si on pouvait faire quelque chose pour les aider à former ces élèves ambassadeurs. Donc on est dans le cadre du programme phare, clairement, en les formant sur ces actions, mais du coup on a réfléchi tous ensemble avec la cité éducative, avec les collèges et les lycées qui voulaient s'impliquer dedans, à ce qu'on pouvait proposer à ces élèves pour qu'ils aient vraiment des actions concrètes qu'ils puissent mettre en place sur le terrain quand ils vont rentrer dans leurs établissements. Et l'idée, c'est même d'aller plus loin, c'est de faire en sorte qu'il y ait des connexions, c'est-à-dire que ces projets puissent être des projets inter-établissements aussi. Et des jeunes qui parlent à des jeunes, vous le ressentez, ça permet d'aller au-delà des tabous, de libérer la parole, parce qu'on l'a compris, c'est aussi ça qui est important dans cette thématique. Ça permet de libérer la parole. On l'a vu aujourd'hui, puisque les jeunes qui sont arrivés de collèges et de lycées différents, et qu'on les a forcément mis en équipe. Donc, dans une équipe, on avait des jeunes qui venaient des différents collèges et lycées. Et donc, il a fallu qu'ils commencent déjà par s'amadouer, par apprendre à se connaître un minimum, pour pouvoir réfléchir ensemble. Mais comme on avait une thématique qui était quand même une thématique forte, qui les préoccupait tous, ça a été assez simple, grâce notamment au hackathon et avec toutes ces techniques de créativité qui permettent de libérer la parole et qui permettent de les mettre en action et puis de les mettre en réflexion, d'arriver à produire des choses. Alors certes, certaines sont encore embryonnaires et demandent peut-être à être réinvesties un petit peu, mais ils sont tous repartis contents avec des notions assez claires de ce qu'est le harcèlement, le cyberharcèlement, et aussi avec des actions qui peuvent continuer sur le terrain et l'envie surtout de les partager entre eux et pourquoi pas de faire plusieurs choses, plusieurs actions en commun. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Jota d'être venue en parler avec nous en plateau. Je le rappelle, vous êtes la directrice des ateliers des Yvelines pour le réseau Canopé. Et si vous êtes victime ou témoin d'un acte d'harcèlement à l'école, n'hésitez pas à contacter le 3020 ou à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Pour le cyberharcèlement, un autre numéro existe le 3018. Vous avez également un chat à disposition sur le site netécoute.fr. On en parlait tout à l'heure, depuis 1978, l'association Un enfant, une famille permet à des familles isolées de favoriser leur intégration et de créer des liens sociaux. Et Gabrielle Gontier a rencontré Aurélie et Alice, toutes deux membres de l'association. Regardez. Toutes
les 2 semaines, Aurélie, marraine au sein de l'association Un enfant, une famille, accueille avec son mari, Alice, une fillette de 6 ans. Au programme de la journée, un atelier maquillage pour préparer Halloween en compagnie d'Eliott, le neveu d'Aurélie. T'as peur de te voir? Non. Ah non, regarde pas, tu triches là. Une fois la transformation terminée, c'est session photo pour la filleule et sa marraine. Alice et Aurélie s'empressent de partager le moment avec les parents de la petite fille. Tu veux faire une vidéo à papa et maman pour leur montrer? Ok. Ouais. Maintenant? Non, juste une photo. Ah, ils vont adorer là. C'est bon, t'inquiète. Et tu leur fais un vocal? Coucou papa, coucou maman, Gwenelle. J'espère que vous passez une très bonne journée. Moi je passe une très bonne. J'espère que la photo vous plaît. C'est moi qui ai choisi. Voilà, gros bisous à tous les 3. Originaire du Rwanda, en arrivant seul en France, les parents d'Alice souhaitaient retrouver des liens familiaux pour leurs enfants. D'où l'importance de la proximité car pour les vacances, Alice va passer quelques jours dans sa famille d'accueil. Je resterai chez ma marraine pour dormir 4 jours. Il y a des activités qui sont prévues? Oui, on va aller voir un parc où il y aura des animaux. Une famille par extension où chacun trouve son intérêt. Pour Aurélie, dont la maman a été famille d'accueil à l'ASE toute son enfance, c'est avant tout un engagement citoyen et une aventure humaine. Moi, je la vois vraiment comme une aventure gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'évidemment, on apporte à l'enfant une ouverture, des activités qu'il ne connaît pas forcément. Mais nous aussi, on apprend énormément. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une aventure qui est vraiment gagnant-gagnant. Et je la conseille à tout le monde parce que c'est super chouette, on vit des super moments et puis c'est super enrichissant. Excellent. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces. Après près d'1 an passé ensemble, la famille d'Alice fait partie intégrante de la vie d'Aurélie et son mari. Une chance pour la petite fille, car comme le dit le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Au revoir. Et on retrouve en plateau Gabrielle Bontier, bonsoir. Alors vous avez pu suivre Aurélie et Alice toute cet après-midi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant le tournage de ce reportage ? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, Mathilde. C'est la complicité entre Alice et Aurélie qui est très importante. Ça fait 1 an qu'elles se connaissent, elles sont déjà très très proches. On voyait dans le titre une famille par extension et je crois que c'est vraiment le lien qui les unit. On sent Aurélie émue quand vous lui posez des questions. Oui, tout à fait. Oui, elle est vraiment émue. Comme je vous l'ai dit, c'est un lien très fort qui s'est créé entre les deux. Alice passe une grande partie de ses vacances à chaque fois chez Aurélie et son mari, donc c'est un lien fort entre les deux. Et donc on a été rejoint en plateau par Claudine et Jean-François Husson. On en parlait un petit peu de la création de cette association Un enfant, une famille au tout début de l'émission. Comment ça se passe si on veut devenir parrain ou marraine pour l'association ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, on nous contacte. Donc, on a un protocole qui a été établi depuis le début de l'association qui fait que ça puisse fonctionner. On rencontre les gens 2 fois. D'accord. Alors, en fait, les rencontres, c'est surtout des échanges. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des bénévoles qui avons parrainé, donc on est capable de témoigner de parrainage auprès des candidats. L'idée, comme on l'a vu là, c'est effectivement à terme, les parrains accueillent l'enfant des week-ends, une partie des vacances scolaires, ce qui n'est pas le cas au début. Au début, on y va très lentement, il faut d'abord que les gens s'habituent, ils ne se connaissent pas, donc il faut qu'ils s'habituent les uns aux autres. Et comment ça se passe cette rencontre justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de type que vous mettez en place ? Ah oui, alors maintenant, on a vraiment organisé de façon très codifiée. La première rencontre, on est tous ensemble, les parrains, les parents, l'enfant ou les enfants, et des membres de l'association qui ont vu soit l'enfant, soit les parrains. Et donc, ils font très longuement connaissance. Puis il y a aussi les travailleurs sociaux, si jamais des enfants sont sous mesure de justice ou de travail social. Oui, parce que justement, dans les Yvelines, on a une convention avec le département des Yvelines, ce qui fait qu'il y a énormément d'enfants qui nous ont présentés par les travailleurs sociaux au départ. Voilà. Et donc, eux aussi, on les voit au moins 2 fois. On voit une fois les travailleurs sociaux, et puis après, une autre fois l'enfant, avec éventuellement ses parrains.
Voilà, ses parents, pardon. Et puis après, du coup, on cherche la proximité et de goût et aussi la proximité physique, bien entendu. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est les enfants qui finalement prennent la décision finale. Si eux, le courant ne passe pas avec leur famille, ils ont le pouvoir de dire que on trouve quelqu'un d'autre et puis au final, c'est pas très grave. Exactement. Dans la mesure où c'est nous qui formons les appareinages, c'est nous qui sommes responsables de l'appareinage. L'enfant n'y est pour rien si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On mettra un autre parrainage en place et ça s'est déjà fait plusieurs fois. Et effectivement, on finit par trouver le bon parrain et la bonne marraine avec qui ça marche bien. L'idée, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va s'installer pour la vie. Et donc, c'est vrai, il faut que ça soit vraiment des relations, des liens affectifs qui se créent. Oui, qui viennent en plus, et en plus des parents, bien sûr. Et il n'est pas question là de remplacer la maman d'Alice, il est vraiment question d'être en plus. Vous avez trouvé une formule formidable. Et il n'est pas non plus question, lorsqu'il y a des travailleurs sociaux, de remplacer les travailleurs sociaux. Et c'est pour ça que ça va durer très longtemps, voire Combien largement. de temps? Jusqu'à 18 ans? Ah, mais beaucoup plus longtemps. Plus longtemps. Ah oui. Notre trésorier, par exemple, il est maintenant plus ou moins le grand-père, le grand-parrain ou le grand-père des petits qui ont 15 ans, 12 ans, 10 ans, voilà. Et ils sont toujours en relation. Et à l'inverse, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais si jamais l'enfant veut rompre le contrat qui est passé entre la famille, enfin les deux familles finalement, il peut le faire. Bien sûr. C'est lui le patron. Hein. D'une certaine façon, c'est lui qui commande. Voilà. Et vous accompagnez psychologiquement les parrains aussi pour gérer finalement cette relation qu'ils ont avec les enfants. Exactement. Et si jamais nous ne suffisons pas, en fait, on a une psychologue. Qui fait des vacations pour l'association et qui nous est très utile, parce qu'elle peut aussi nous aider quand on rencontre les futurs parrains à préciser un peu leur profil et les parrainages qu'on peut mettre en place pour eux. Et en quoi c'est important finalement d'être psychologiquement accompagné dans cette aventure qui est quand même importante émotionnellement ? Parce que c'est important émotionnellement. Je crois que là, tout est dit là. C'est vrai qu'effectivement, les gens ont besoin quand même de dialoguer. Alors, en fait, on a des groupes de parole. Donc, il faut quand même un modérateur ou quelqu'un qui sache le faire. Donc, ça, c'est la psychologue qui le fait justement. Et dans les groupes de parole, les gens échangent. Ils racontent leurs expériences. Du coup, ça les renforce. De même que quand on fait des réunions conviviales, les gens discutent et du coup, ils se sentent rassurés sur certains points qui pouvaient éventuellement les inquiéter. Donc là, c'est très important parce que c'est quand même, psychologiquement, c'est quand même une vraie expérience, quoi. Oui, parce qu'on a aussi énormément de réunions conviviales où les gens, alors là, sans être encadrés, peuvent se rencontrer, les parents, les parrains, les travailleurs sociaux, les enfants, bien sûr. Et vraiment, ça crée une émulation. Et les futurs parrains ont beaucoup d'intérêt à venir aussi à ces réunions parce que ça va les inspirer, peut-être. Et puis des fois, ils se sont mis des barrières et ils se rendent compte que ces barrières ne conviennent pas. Donc, et on a vu beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions dans le reportage. C'est une aventure humaine, ça marque l'esprit. Exactement. Comme c'est une aventure humaine, de temps en temps, ça ne matche pas. Voilà. Mais le plus souvent, ça matche formidablement bien. Tout le monde peut devenir parrain-marraine? Tout le monde. Absolument tout le monde. Ah oui, alors des couples, des célibataires. Au niveau de l'âge, on a tous les âges de 25 à 70 ans, voilà, avec enfants, sans enfants, avec des enfants grands, avec des enfants du même âge. Mais effectivement, tout ça, ça doit être bien approfondi parce que, mettons, si vous avez des enfants du même âge, des fois, ça se passera merveilleusement bien et des fois, ça se passera moins bien parce qu'il y aura des petites jalousies. Donc tout ça, il faut vraiment l'approfondir, le gérer. Est-ce que vous êtes en recherche en ce moment de nouveaux parrains? Exactement. C'est-à-dire qu'on a quand même une convention avec le 78 depuis 2 ans. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'ASE a été très dynamique. Il nous a présenté à l'ensemble des travailleurs sociaux, mais maintenant, du coup, il faut qu'on retrouve les parrains en face. Et voilà. C'est vrai qu'effectivement, et en plus, alors, les réunions conviviales... L'ASE, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, voilà. Sociale à l'enfance. Et donc les réunions conviviales sont ouvertes à tous. C'est-à-dire si les gens veulent venir à une réunion conviviale justement pour pouvoir discuter avec des parrains des parrainages qui existent déjà, on les invite à venir sans problème. Écoutez, merci. Oui, ou un dernier mot peut-être, Claudine? Non, c'est pour vous dire que hier on avait une réunion dite d'apparrainage et on a encore casé 4 enfants de 78. En tout, on en a au moins 25 depuis 2 ans. Voilà. D'accord.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Claudine et Jean-François Husson d'être venus en parler avec nous en plateau. Si vous souhaitez du coup avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association qui s'affiche juste en dessous. Et c'est l'heure pour nous de passer à notre partie loisirs. Avec vous, Grégory Canalet. Absolument. Vous allez nous parler d'une bière made in Yvelines. Oui, parce qu'il y a de la bière artisanale brassée dans les Yvelines, de la bière locale. Chaque samedi après-midi, la brasserie de la Petite Sœur. La Petite Sœur même ouvrir ses portes pour dévoiler ses procédés de fabrication. Une petite question en plateau. La Petite Sœur, pourquoi une bière pourrait s'appeler la Petite Sœur ? Gabriel ? Alors, je ne sais pas. Moi, vous me l'avez dit tout à l'heure. Je comptais vous poser la question justement. Alors, allez-y, posez-moi la question. Pourquoi la petite sœur, Grégory ? Souvent, quand on va au bar, dans un pub, quand on dit on remet la petite sœur, c'est qu'on veut reprendre un verre derrière. Voilà, ça vient de ce jargon de bar pour la petite sœur. Et je vous le disais, ils organisent des visites pour connaître toutes les coulisses de la fabrication de la bière. Son gérant passionné nous fait la visite. Regardez. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu les méthodes de fabrication des brasseurs experts. Pas d'experts, mais des passionnés. Quelques curieux sont venus découvrir les coulisses de la Petite Sœur, installée à Sartrouville en 2015. Cette brasserie propose des bières de producteurs locaux, mais aussi de la fabrication maison. Au programme, présentation des ingrédients, de la couleur de la bière ou encore du matériel de fabrication. Certains sont surpris que parfois on peut mettre en effet 2 mois pour fabriquer une bière. Ils sont surpris qu'à la sortie des fermenteurs, la bière est sans bulle, qu'il y ait une refermentation naturelle en bouteille. La personne est très dynamique, elle présente l'ensemble des bières. Bon, c'est un monde inconnu, mais j'ai trouvé ça passionnant. Étape importante, le brassage des ingrédients se fait en une journée dans ces grosses cuves de 1000 litres. Les enzymes transforment l'amidon présent dans les céréales en sucre simple. C'est là où on va mettre à peu près 200 à 250 kg de malt, en sachant que plus on met de malt, plus on aura une bière alcoolisée à la fin. On va mettre de l'eau chaude, on va dire entre 60 et 70 degrés, et vous avez cette pâle qui va mélanger le tout. Alors le projet qui est fabriquer de la bière, mais aussi le partager. Partager la fabrication de bière, partager le fait de produire localement quelque chose. Bière houblonnée, notes de réglisse, d'agrumes ou de bananes. Point d'orgue de ce voyage sensoriel, une dégustation pour découvrir les différents arômes de cette production maison. Très très douce, pas d'amertume et un petit goût de pain chaud, de céréales ou de miel. Et ça passe vachement. Voilà, moi il y en a 2 sur les 3 que j'ai bien aimé, la seule de style irlandais et puis la Session IPA aussi. Oui. 60 000 bouteilles de bière estampillées La Petite Sœur sont produites sur place chaque année. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir les secrets de fabrication, des visites gratuites sont organisées les samedis à 15h dans les coulisses de la brasserie. Et donc Grégory, vous avez suivi la visite de cette brasserie qui met en avant des bières locales yvelinoises, mais aussi participatives, c'est-à-dire... Oui, parce que l'équipe de La Petite Sœur souhaite vraiment être un acteur engagé sur son territoire en lien avec les partenaires locaux et les habitants. Ça ne s'arrête pas aux visites, Mathilde. L'idée est même d'associer directement les Yvelinois et les Franciliens à la création de recettes. Un concept notamment, c'est la soirée des cobayes. Le principe, un moment convivial, mais surtout de travail pour imaginer une nouvelle bière entre les recettes permanentes et les éphémères. La brasserie peut proposer jusqu'à 20 bières différentes dans l'année. On propose à des gens de venir. Alors, souvent les gens me disent mais je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert. Mais non, vous avez un nez, une bouche, ça suffit. Venez avec ça et on va vous allez nous aider à créer cette bière et ça sera toujours plus enrichissant parce que c'est cet apport de gens localement et en fait on s'enrichit mutuellement. Et pour connaître les prochaines dates de ces soirées des cobayes, il suffit de s'inscrire sur la newsletter de La Petite Sœur. Et la brasserie est allée encore plus loin dans le côté participatif. Oui, car elle mène des projets, plusieurs projets même de bières dites collaboratives. D'abord avec les autres brasseries de la région, mais aussi directement avec les habitants. Sur un an, ils vont penser la bière de A à Z, de la recette jusqu'au packaging. Récemment, la figolette a été créée avec les habitants d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Je vous laisse deviner peut-être l'ingrédient, la figolette, l'ingrédient principal dans cette bière. Son nom l'indique, je pense, la figue peut-être. Très bien, bravo Gabriel qui une bonne réponse d'ores et déjà. Alors elle est déjà disponible en magasin cette bière et désormais il y a un autre projet qui est mené cette fois-ci dans les Yvelines avec les Croissillons, c'est-à-dire les habitants de Croissy-sur-Seine. Je vous fais pas le quiz pour cette fois-ci. C'est une étudiante apprentie brasseuse à La Petite Sœur et qui est originaire en plus de Sartrouville qui pilote cette nouvelle recette. J'invite les habitants de la ville de Croissy à venir créer une bière à l'image de la ville de Croissy. Donc comment ils imaginent une bière
qui rappellent des souvenirs de leur ville. Donc on est sur plusieurs projets, donc on les amène à la brasserie, on leur fait découvrir le brassage, comment on fabrique une bière, quels arômes on pourrait mettre dans cette bière-là, ils créent l'étiquette, ils créent le nom. Ils sont totalement pilotes entre guillemets du projet, on est là juste pour les accompagner. Et le projet a été lancé officiellement en septembre dernier lors de la fête de la carotte de Croissy-sur-Seine. Quelques réunions ont déjà eu lieu. Une douzaine d'habitants participent pour le moment à l'élaboration de cette nouvelle recette qui pourrait se baser sur quoi ? Alors Croissy fête de la carotte, donc la carotte. Donc peut-être ça va partir sur la carotte, mais ça peut être totalement au hasard. En fait, c'est au hasard. Après une bière donc à la figue, une bière à la carotte, Gabrielle ? Ça me tente moins. Je sais pas, pour nos invités, une bière à la carotte. Non, pas trop. C'est étonnant, en tout cas. Ça pourrait être étonnant. On rappellera bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors le travail ne fait que commencer. Pour découvrir le résultat, un peu de patience. Cette nouvelle bière collaborative sera dévoilée en septembre 2023 lors de la fête de la bière de Croissy-sur-Seine. Et donc on va s'armer de patience pour goûter cette nouvelle bière. Et on continue notre page loisirs avec nos idées de sortie pour ce week-end. C'est avec vous, Gabrielle Gontier. Qu'est-ce que vous nous avez prévu ? Et oui Mathilde, comme chaque semaine, je vous ai sélectionné quelques idées de sortie pour ce long week-end. En plus, cette semaine, on commence par la découverte d'Orouba Diep. Alors Orouba Diep, c'est une artiste plasticienne originaire de Damas en Syrie. Au travers de l'exposition Isme Portrait de femme, l'artiste dépeint le déplacement des peuples contraints de quitter leur pays. Ce qui est marquant dans cette exposition, c'est qu'Orouba Diep a elle-même vécu l'exil. Dans chacun de ces portraits qu'on peut découvrir, c'est une histoire différente qui est racontée. L'exposition est centrée sur la figure féminine, un moyen pour la plasticienne de rappeler le rôle considérable que jouent les femmes dans les pays déchirés par la guerre. Et cette exposition, elle est à découvrir jusqu'au 20 novembre à la commanderie des Templiers d'Elincourt. Et vous nous avez sélectionné une autre exposition, elle est située à Saint-Cloud et nous invite à ouvrir notre regard et notre esprit au-delà des frontières. Oui, l'exposition sur la route des nomades est consacrée au nomadisme. Alors ce rendez-vous vous invite au voyage, c'est le fruit de 16 ans de découvertes culturelles à travers le monde. Vous découvrirez sous un nouvel angle l'Afrique, l'Inde ou encore la Polynésie et bien d'autres. Et le but, c'est de faire découvrir de nouveaux univers ainsi que des approches thématiques plus vastes sur ces pays. Eh bien, vous nous avez fait voyager, mais on revient au cœur des Yvelines avec le marché fermier d'automne à la Bergerie nationale de Rambouillet. Et je sais qu'il y a des fans de marché et de produits locaux autour de cette table, visiblement. Dès demain et pour tout le week-end, la Bergerie nationale de Rambouillet accueille 130 producteurs, des fermiers locaux et nationaux, au programme des dégustations de vin, de champagne, de produits fermiers et des animations autour de la ferme. Je pense qu'il y en a qui sont partants pour y aller ce week-end. Ça donne envie en tout cas, oui. Non Claudine? Oui. On est allé il n'y a pas longtemps avec l'association. Et pour rester dans l'ambiance festive, un concert samedi soir a retenu votre attention. Oui, le joli concert soirée s'installe samedi soir au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale, à l'affiche des artistes 100% locaux de Saint-Quentin et de ses environs. Le rap et le hip-hop sont les genres phares de cette soirée et parmi les artistes présents, Kurta, Ogi ou encore PRSS. Et c'est organisé par l'association Jolie Prod. Exactement, alors nous avons déjà parlé d'eux sur cette antenne il y a quelques temps dans le VYP avec Marmite FM, l'association Jolie Prod. C'est une association locale et culturelle qui accompagne des projets artistiques, notamment dans les domaines de l'audiovisuel, le numérique et les arts. Et enfin, une exposition plus solennelle, mais essentielle, dédiée aux écrivains persécutés. Oui, cette année encore, des expositions sont dédiées aux écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. À l'occasion de la journée internationale du 15 novembre pour cette cause, la ville de Villepreux présente l'exposition Quelques nouvelles de derrière les barreaux, qui met en avant des textes d'auteurs ayant connu les persécutions à cause de ce qu'ils ont écrit. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier. Moi, je pense que je vais me laisser tenter par le marché d'automne à la Bergerie nationale de Rambouillet. Est-ce que vous avez des préférences ? Je crois que je vais partir sur le marché d'automne aussi. Je pense que c'est unanime autour de la table. Tout à fait. Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Mathilde, bonsoir. Bonsoir.
Vous nous avez rejoint en plateau parce que le jeudi, c'est l'heure du quiz avec vous. Et aujourd'hui, vous nous avez préparé un quiz sur la thématique du 11 novembre, la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Ce conflit qui a duré 4 ans et qui a notamment opposé les Français aux Allemands. Et justement, du coup, Nicolas, vous avez préparé un quiz. Alors, pourquoi je vous ai proposé un quiz sur cette thématique-là ? Parce que, eh bien, en fait, les traités qui ont mis fin à cette guerre, qui ont conclu cette guerre, eh bien, ils ont été signés dans les Yvelines. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, aux archives départementales des Yvelines, il y a une 50aine de documents qui sont historiques, en fait, qui datent de l'époque. Et donc, on va commencer avec la première question. Hein. J'ai 6 questions pour vous. Vous pouvez jouer, bien évidemment, les invités. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi jouer. Alors, première question, eh bien, tout simplement, quand est-ce qu'a été signé le traité de Versailles ? 1919. Alors oui, mais alors je veux la date exacte. À la date exacte, non. C'était 1919. En juin, il me semble. Ah, je suis pas sûre. C'est en juin. Vous avez une idée de la date ? Non. Non. Bon, allez, on regarde la réponse tout de suite. Du 28 juin 1919. Bravo, Gabriel. Bien, Gabriel, bien. Vous progressez, Gabriel. Alors, je tiens à le préciser. Il y a 2 personnes qui ont une licence d'histoire autour de cette table, voilà. Donc on verra à la fin si elles pourront conserver ce titre. Voilà. Pour la deuxième question, eh bien, je vous propose de regarder cet extrait. Ce jour fera date dans l'histoire, le 28 juin 1919, congrès de la paix au château de Versailles. Après la défaite des Allemands en 1918, les Alliés organisent la paix, c'est le traité de Versailles. Ce congrès a-t-il été organisé à Versailles, selon vous ? Alors, est-ce que vous avez une idée sur cette question, en fait ? Alors, c'est l'extrait d'un reportage que nous avions réalisé lors de l'anniversaire de la signature du traité. Alors, pourquoi ce traité, le traité de Versailles, a-t-il été signé au château de Versailles ? Alors, je sais que je l'ai appris. Je sais plus. Gabriel, une idée ? Les invités ? Un lien avec un événement historique. Effectivement, oui. Mais lequel ? Alors, eh bien, c'est exactement ça, en fait. Après la défaite des Français en 1870 et la victoire des Prussiens, eh bien, le 18 janvier 1871, le chancelier Bismarck et le roi de Prusse, Guillaume, décident de proclamer la création de l'Empire allemand au sein du Palais des Glaces, de la Galerie des Glaces, du château de Versailles. Et donc c'est vécu comme une honte par les Français. Et donc les Français et les Alliés décident de signer le traité de Versailles en 1919 au château de Versailles en réponse à cet événement. Alors, troisième question, regardez bien cette photo. Qui sont ces 2 personnages historiques signataires du traité ? Alors, oui, allez-y. Clémenceau, non ? Il y a Georges Clémenceau, effectivement. Et alors, le deuxième personnage historique ? Non, vous n'avez pas d'idée ? Eh bien, donc, Georges Clémenceau, qui est président du Conseil à l'époque, de la Troisième République, donc président en quelque sorte du gouvernement. Et à côté de lui, il s'agit de Woodrow Wilson, le président des États-Unis de l'époque, et donc qui ont participé à ce congrès à Versailles et qui ont signé le traité de Versailles. Quatrième question, on écoute tout de suite cet extrait. Du côté des Versaillais, le maire de l'époque, Henri Simon, lance un appel à ses concitoyens. Néanmoins, les édifices publics seront pavoisés et illuminés. Les habitants suivront certainement cet exemple. On parle quand même de paix victorieuse. Comment a-t-on qualifié le traité de Versailles ? Du traité de la paix ? Alors, non, comment qualifier le traité de Versailles du côté allemand, puisque là on parle de victoire, c'est célébré comme une victoire. Alors, je crois qu'en loge, Grégory Canalé souhaite donner la réponse. Grégory, vous pouvez venir en plateau. Grégory, allez-y, venez. Alors, je rappelle la question. Comment aussi j'ai une licence d'histoire, voilà, un diktat. Un diktat, voilà, exactement, la réponse va s'afficher à l'écran. Autre document conservé par les archives départementales, les remarques des Allemands sur les conditions de la paix. Ce qui a été ressenti le plus, c'est un diktat, c'est-à-dire c'est imposé, ce caractère très imposé de traiter le fait que les Allemands étaient totalement exclus, totalement considérés comme un objet.
2 dernières questions. Bravo Grégory. Bravo Grégory. Grégory, n'hésitez pas à revenir si jamais vous avez une réponse. 2 dernières questions. D'abord, cette photo, regardez. À votre avis, à quoi a servi ce bureau ? Je suppose que c'est sur ce bureau qu'ils ont signé le traité. Bravo Mathilde. Effectivement, ce bureau a servi à la signature du traité. Ce bureau se trouvait dans les collections de Versailles au moment de la signature. Il avait été déposé en 1914 au château de Versailles. Il était au palais de Compiègne au XIXe siècle, dans le salon de thé de l'impératrice Eugénie. Il arrive à Versailles au début du conflit et finalement c'est lui qui est choisi comme beau meuble, bel exemple d'un beau bureau pour cette cérémonie de la signature. Bravo Mathilde. Merci Nicolas. Bravo Mathilde. Donc effectivement, ce bureau en fait, était situé au milieu de la Galerie des Glaces et toutes les délégations du monde entier sont venues signer le traité de Versailles sur ce bureau. Dernière question, donc je vous le disais, il y a plusieurs traités qui ont été signés dans les Yvelines. Et donc dernière question, où ont été signés les traités avec l'Autriche et l'Hongrie, puisque ce sont 2 pays qui étaient ennemis de la France à ce moment-là. Alors, allez-y Mathilde. Je crois que c'est à Saint-Germain-en-Laye, non ? Oui, vous avez une réponse sur 2. Le lieu exact, je sais que c'est dans la commune de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que vous avez une idée où est-ce qu'aurait pu être signé le traité avec l'Autriche ? La Hongrie, c'est pas à Saint-Germain-en-Laye, c'est un autre endroit. Rambouillet ? Alors non, il y a Rambouillet, même s'il y a des événements historiques qui sont passés à Rambouillet. Vous avez une idée, madame ? Non. Non ? Eh bien écoutez, on va écouter tout de suite la réponse avec ce nouvel extrait. Si les Allemands sont reçus au château de Versailles pour une première présentation du traité le 7 mai 1919, pour les Autrichiens, cette même scène a lieu au château de Saint-Germain-en-Laye le 2 juin. Au même moment, en Hongrie, la dictature bolchevique empêche les délégués hongrois de se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Leur traité de paix aura lieu 1 an plus tard, au Grand Trianon, à Versailles, le 4 juin 1920. Bon, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces traités historiques qui ont mis fin à cette Première Guerre mondiale qu'on va commémorer demain avec le 11 novembre, la signature de l'armistice qui n'a pas été signé dans les Yvelines. Mais voilà, c'est un événement historique et on a encore des traces dans le département. Je garde ma licence d'histoire. Vous pouvez garder votre licence d'histoire, Mathilde. Merci beaucoup Nicolas Dandry. Et donc, vous l'avez compris, ce vendredi 11 novembre, nous commémorons le 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Il signe la fin de la Première Guerre mondiale. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de celle-ci, car chaque commune des Yvelines organise une cérémonie. Voici le programme dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. À Coignères, le rendez-vous est donné à 10h15 devant l'église Saint-Germain d'Auxerre. Du côté de la Verrière, les commémorations débuteront à 10h au cimetière. Pour Magny-les-Hameaux, ce sera au carré de la mémoire du jardin public Nelson Mandela à partir de 10h15. La cérémonie débutera à 10h30 à Morpas au cimetière de la commune. À Trappes, c'est au monument aux morts à proximité de la gare SNCF. Le début à 10h30. Enfin, Voisin-le-Bretonneux commencera les commémorations à 11h. Rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Cette émission, mais juste avant de se quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, le ciel sera brumeux, le soleil aura un peu de mal à sortir. Au niveau des températures, il fera 8 degrés à Mantes-la-Jolie, 7 degrés à Versailles et 6 degrés à Houdan et Rambouillet. Dans l'après-midi, le soleil sera bien présent sur tout le département. Au niveau des températures, comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan. À Rambouillet, il fera 11 degrés. Et pour ce week-end, quelle sera la météo, Gabrielle ? Eh bien, comme vendredi, Mathilde, le beau temps sera de la partie pour ce week-end. Samedi matin, les températures seront comprises entre 9 et 10 degrés sur tout le département avec un temps ensoleillé. L'après-midi, même scénario, il fera 15 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Rambouillet. Le thermomètre atteindra les 16 degrés à Houdan. Dimanche, le soleil reste majoritaire avec tout de même quelques nuages. Les températures seront comprises entre 8 et 9 degrés. L'après-midi, les nuages se dissiperont et le temps se réchauffera légèrement avec 10 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan, Versailles et à Rambouillet. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout avec nous. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.